Bonjour à tous, donc bienvenue à cette conférence organisée dans le cadre du salon Top Recrutement Ingénieurs et Techniciens. Ce salon, je vous le rappelle, est organisé par le groupe InfoPro Digital. Il est cette année donc dédié aux ingénieurs et aux techniciens, en tout cas pour cette séquence du mois de mai. Et il se tient jusqu'à ce soir en ligne. Donc dans le cadre de ce salon, nous avons organisé un certain nombre de conférences. Celle-ci est consacrée au secteur qui recrute, donc on va essayer de vous donner quelques pistes de secteurs où il y a des opportunités. Avant de démarrer, je précise que vous pouvez poser des questions. Soit vous avez sur la droite, soit dans le chat, soit en question. Je regarde ça. Et nous aurons un temps à la fin de la conférence pour répondre à vos questions. Je peux en prendre de temps en temps pendant la conf, mais sinon on consacre un temps dédié aux échanges avec la salle. Donc, comme je le disais, cette conférence a pour objectif de vous donner un peu des pistes d'opportunités dans certains secteurs. Et nous avons invité plusieurs titres phares du groupe InfoPro Digital, les rédactions d'Usine Nouvelle, Usine Digitale, Industrie et Technologie, BIP, Enerpress, Technicité, qui vont en fait vous livrer leurs connaissances sectorielles pour essayer de voir un peu quelles sont les filières qui recrutent, fonction publique, fonction privée, les métiers porteurs, les profils, les compétences recherchées et un peu les atouts de chaque secteur. Alors avec nous, nous avons en plateau Christine Cardellan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice donc, des rédactions de Usine Nouvelle, Usine Digitale, Industrie Technologie, BIP et Enerpress. Tout à fait. Je rappelle un petit peu les titres. Usine Nouvelle, c'est la première source d'information des cadres et dirigeants de l'industrie. Usine Digitale, c'est le média de la transformation digitale. Industrie et Technologie, c'est un média de veille technologique pour les professionnels de l'industrie. BIP, une lettre quotidienne. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié? Enerpress, lettre quotidienne aussi sur l'industrie et l'énergie. Oui, c'est ça. Sur le pétrole pour BIP. Pardon. L'énergie et le pétrole. Voilà. Pétrole pour BIP et toutes les énergies pour Enerpress. Voilà, exactement. Merci de cette précision. Donc, à vos côtés, nous avons Clément Le Foll, qui est journaliste à l'Usine Nouvelle, et vous êtes plus spécifiquement en charge de l'actualité des campus, et vous nous parlerez plus précisément de l'emploi, des opportunités d'emploi, des profils recherchés, etc. Nous avons aussi invité, donc là, on sera côté privé, industrie, enfin voilà, les grands secteurs, et nous avons aussi invité sur notre plateau Alban Canto. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes rédactrice en chef du magazine Technicité. Technicité, c'est le média des services techniques des collectivités locales. Nous allons voir avec les opportunités d'emploi pour les ingénieurs et les techniciens dans ce secteur des collectivités locales auxquels les ingénieurs et techniciens, à tort, ne pensent pas forcément d'emblée. Enfin, on en reparlera plus précisément ensemble. Alors, je vous propose de commencer par le volet industrie, les filières industrielles plus précisément. Donc Christine Cardellan, donc je répète pour ceux qui viennent d'arriver, vu qu'il y a des nouvelles personnes qui entrent dans la salle, directrice des rédactions Usine Nouvelle, Usine Digitale, Industrie et Technologie, BIP et Enerpress. Alors comment se porte aujourd'hui le secteur de l'industrie et de l'énergie? Je dirais que le secteur de l'industrie en général se porte plutôt bien, je dirais même étonnamment bien pendant cette crise Covid. Si on compare avec ce qui se passe dans les services, le tourisme, on peut dire que l'industrie va beaucoup, beaucoup moins mal. Alors bien sûr, on voit tous les jours les problèmes que connaissent les filières de l'aéronautique notamment, voire même les filières de l'automobile en ce moment avec les pénuries. Mais il n'y a pas que l'aéro, il n'y a pas que l'auto. L'énergie dont vous parliez se porte très bien, l'armement se porte très bien, beaucoup de secteurs se portent très très bien. Alors il faut dire que l'industrie, elle allait mieux depuis 5 ans. Elle est allée très mal entre 2000 et 2014. On a perdu, je crois, 40% des PME de plus de 20 salariés pendant toutes ces années, pendant ces 15 années, ce qui est énorme. Mais depuis 2014, depuis le virage de l'offre cher à François Hollande et ensuite la politique menée par les gouvernements d'Emmanuel Macron, les marges ont commencé à se rétablir dans l'industrie et les embauches, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, ont repris de manière assez forte. Il y a eu 20 000 emplois créés dans l'industrie entre 2017 et autant en 2018. Il y en a eu encore 3 000 en 2019. Et globalement, l'industrie recrute 100 000 personnes par an. Alors bien sûr, il y a les départs, il n'y a pas que les arrivées. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de 20 000 emplois créés, nets. Mais l'industrie recrute 100 000 personnes par an.
Donc voilà ce qui concerne les ingénieurs. Alors pendant le premier confinement, c'est vrai qu'il y a eu un arrêt total quasi total, il ne faut pas exagérer non plus, des usines, en tout cas pendant quelques jours, jusqu'à ce qu'elles se mettent en ordre de marche de manière, ce qu'on a appelé en production en mode dégradé, c'est-à-dire avec les gens à distance, les masques, toutes les consignes de sécurité, gestes barrières, etc. Et ça a été plus grave, je le disais tout à l'heure, dans l'aéro, dans l'auto. Mais voilà, ce temps est passé finalement assez rapidement. Et lors du deuxième ou du troisième confinement, on s'est retrouvé sur des taux d'utilisation des capacités de production qui étaient relativement proches à ce qu'elles étaient avant la crise. Je crois que on était tombé à 69% de niveau d'activité pendant le premier confinement et on est remonté à 97%. C'est-à-dire au niveau de fin 2019, sur les meilleurs mois de la rentrée. Alors aujourd'hui, il y a un autre problème qui se pose sur les pénuries de matières premières. Il y a eu hier, on a fait un sondage, ou avant-hier, on a fait un sondage sur l'usine Nouvelle pour demander à nos lecteurs s'il fallait faire un deuxième plan de relance. Et ce qui était important dans le cadre de ce plan de relance, et bien sûr, les problèmes de financement sont arrivés en tête, mais aussitôt, en deuxième position, sont arrivés les problèmes de compétences, comment trouver les talents, comment trouver les personnes à recruter. Donc, c'est une opportunité énorme en ce moment dans l'industrie pour ceux qui cherchent des emplois. On peut y aller, il y a énormément de compétences qui sont recherchées, malgré ce que je vous disais, ces problèmes de pénurie, mais qui sont des pénuries de matières premières, sur les semi-conducteurs, et puis sur le bois, l'acier, l'aluminium, le cuivre, puisqu'on va utiliser 2 fois plus de cuivre dans le cadre de la transition énergétique. Et alors, est-ce que même les secteurs qui sont les plus en difficulté, comme l'automobile, l'aérospatial, enfin, est-ce que ces secteurs aussi sont en train de redémarrer? C'est ce que nous disaient certains intervenants d'autres conférences, ils anticipent en fait la reprise et du coup, il y a là aussi des besoins d'ingénieurs. Est-ce que vous confirmez, vous aussi, Oui, je confirme qu'effectivement, ils ont essayé de préserver l'emploi pendant cette crise dans l'aéronautique et puis ça redémarre. De toute façon, on est, comme je disais, on doit remplacer les gens qui partent à la retraite ou qui sont partis pendant cette crise et les remplacer par des compétences nouvelles. Donc, il y a énormément d'opportunités, y compris dans le secteur qui va le plus mal, c'est-à-dire l'aéronautique. D'accord, donc on va retenir ce chiffre quand même, 100 000 personnes par an, l'industrie quand même recrute fortement, et 20 000 emplois nets, ce qui est quand même pas négligeable. C'est quoi les grandes évolutions du secteur aujourd'hui, avec la crise, mais bien avant? Oui, alors je dirais qu'il y a 2 grands chantiers, c'est la transformation numérique et la transformation environnementale, la transformation écologique. Alors, la transformation numérique, c'est tout ce qui est la numérisation des circuits de production, c'est l'automatisation, l'automation tout court, la robotisation, la maintenance prédictive, toute l'intégration des différents processus dans ce qu'on appelle les ERP, c'est-à-dire logiciels de gestion intégrés. Tout ça va permettre de moderniser l'industrie, mais dans le but de quoi? Dans le but d'améliorer les délais de livraison, dans le but de fiabiliser les chaînes de production et les process, permettre aux gens de commander en ligne. Pendant la crise du Covid, on s'est aperçu que Internet était beaucoup plus utilisé en B2B, en business to business, qu'il ne l'était précédemment. Toutes les entreprises ont été obligées de se numériser au moins à minima. Donc, je disais commande en ligne, personnalisation des produits, utilisation des data, big data, des données non seulement sur les clients, bien sûr, mais sur les données de production, pour faire par exemple de la maintenance prédictive des machines, pour faire des campagnes de marketing, pour développer un cycle de vie de produits plus rapide, pour faire de l'impression 3D, donc pour imprimer des pièces sur place qu'on ne pouvait pas imprimer autrefois sans ces imprimantes 3D. Et puis pour la fin des travaux pénibles aussi, les exosquelettes qu'on commence à voir, vous savez, c'est ce qui permet soit de travailler en hauteur sans se fatiguer, soit de soulever des charges très lourdes sans faire vraiment d'efforts, comme si on soulevait quelque chose de 200 grammes quand c'est 40 kilos. Voilà, c'est tout ce que va permettre la numérisation de l'industrie et ce que ça permet déjà dans les entreprises les plus digitalisées.
Alors, je parlais aussi de deuxième grand chantier qui est la transition environnementale, la transition écologique. Là, tout ce qui est, le but, c'est de faire diminuer l'énergie produite, pardon, pas produite, l'énergie utilisée, l'énergie consommée dans les usines, et puis aussi de réduire les émissions de CO2. Donc, c'est l'utilisation de machines moins gourmandes. Comment les rendre moins gourmandes? C'est la récupération de la chaleur fatale, cette chaleur qui est émise et qui peut être perdue et qu'on commence à récupérer au moment du processus de production. Ça peut aller dans le sens de l'optimisation des process, pour utiliser moins d'eau, pour utiliser moins de matière, pour utiliser moins d'énergie, évidemment. Et puis, je le disais, les nouvelles technologies qui utilisent moins de CO2 dans les processus de production. Et puis, bien sûr, très, très important aussi, la transition écologique, c'est le recyclage des produits ou des matières. Et puis, c'est l'éco-conception en amont des produits de façon à ce qu'ils soient plus facilement recyclés. Voilà les deux gros chantiers qui occupent toutes les industries, toutes les filières en ce moment. Donc, on imagine que ces deux gros chantiers sont aussi des opportunités d'emploi. Il faut peut-être répondre et peut-être que Clément compléter. Ouais. Oui, tout à fait, notamment dans le secteur du numérique. Donc déjà, moi, pour un petit peu remettre les choses dans leur contexte, j'ai plus un regard d'un point de vue des campus. Je m'occupe notamment pour l'usine nouvelle du palmarès des écoles d'ingénieurs qui sort chaque année et donc qui se base sur 4 grands critères qui permettent de classer les écoles, dont un est l'insertion professionnelle, qui est basée sur une enquête que transmettent en fait les écoles à leurs diplômés de la dernière et de l'avant-dernière promotion, et qui est déjà un premier baromètre justement de l'employabilité des diplômés. Et dans ce cadre-là, donc dans le critère insertion, ce qu'on se rend compte, c'est qu'au-delà de ce qu'on appelle les grandes écoles comme Polytechnique, les mines, les ponts, qui n'ont pas de problème d'employabilité, les écoles qui scrutent les premières places, donc qui ont les salaires, dont les diplômés ont les salaires les plus élevés entre guillemets, et sont employés parfois sont embauchés parfois avant même d'être sortis d'école, c'est les écoles du numérique, donc comme EPITA, le SIEA, les SILV, etc. Donc voilà, le secteur du numérique est un secteur qui est très porteur depuis quelques années. Et voilà, donc tous les métiers autour du développement informatique. On voit aussi émerger les data science, notamment à l'ENSAE, qui est une école de l'Institut Polytechnique de Paris, et qui est spécialisée dans les statistiques. Donc oui, vraiment, le numérique, depuis quelques années, est très porteur. Et bon, je vais enfoncer une porte ouverte, mais bon, la crise sanitaire qu'on vit actuellement, qui a forcé énormément d'entreprises à passer en télétravail, renforce forcément cette tendance. Moi, dans les entretiens que j'ai pu avoir avec les directeurs de ces écoles, ils me disent effectivement que ça accentue cela, et notamment, donc c'est un pan justement de ce secteur du numérique, c'est la cybersécurité. Donc la cybersécurité, qui est un secteur très porteur, avec beaucoup d'écoles qui sont lancées là-dedans. Je pense notamment à une école sur laquelle j'ai beaucoup écrit pour l'usine nouvelle, qui est le SIEA, donc qui est une école d'informatique parisienne, qui a un parcours sécurité et qui propose également un master spécialisé en sécurité informatique, donc qui est en complément, qui a une formation Bac+6, et qui a reçu un label de l'ANSSI, de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, donc qui est l'acteur principal de la cybersécurité en France, et qui s'occupe notamment d'assurer et d'épauler la cybersécurité de ce qu'on appelle les opérateurs vitaux en France, donc des grandes institutions type les ministères, mais aussi des grandes entreprises type EDF ou la SNCF, dont le fonctionnement est, comme le dit l'intitulé, vital pour la France, quoi. Donc voilà, pour revenir sur le secteur du numérique, j'ai noté une petite citation que m'a dit François Terrain, donc qui est justement le directeur du campus de l'ESIEA, qui me disait tout simplement que la crise sanitaire, ça renforce leur conviction que la cybersécurité et l'intelligence artificielle ont une valeur ajoutée de plus en plus importante dans le monde connecté. Donc, ce qui permet de me faire la transition avec un autre secteur qui émerge beaucoup, qui est l'intelligence artificielle. Donc, énormément d'écoles ont lancé des masters. Donc, EPITA, un master Data Science et Intelligence Artificielle, tout comme Centrale-Île depuis la rentrée 2020, si mes souvenirs sont bons. Depuis 2018, c'est Polytechnique qui a lancé un Graduate Degree en IA.
en partenariat avec Télécom Paris et l'ENSTA Paris. Ils ont aussi lancé un centre de recherche dédié à l'intelligence artificielle avec HEC. Donc voilà, c'est des écoles qui sont très proches des entreprises et donc qui arrivent à voir les futurs secteurs qui vont émerger. Bon, même s'il y a, on le sait déjà depuis quelques années. Et voilà, au niveau des campus, le numérique et l'intelligence artificielle sont des secteurs qui sont très recherchés et qui affichent complet. C'est-à-dire que dans les masters dont je parle là, ils ont énormément de candidats. Et voilà, il y a aussi la création de la première école qui est directement dédiée à l'intelligence artificielle, qui est le nom c'est Ivan City, si je ne me trompe pas, Ivan City Paris-Cachan, qui sera près du campus de l'EPF et qui sera la première école entièrement dédiée à l'intelligence artificielle. Donc oui, en termes de secteur. Et là, je vois une question sur je suis architecte, y a-t-il des pistes dans le secteur public? C'est pour moi. La transition est faite parce que j'en ai. Voilà, j'ai de mon côté. Je voulais vous revenir sur ce que vous disiez. Hier, on a présenté, le groupe après Info pour Digital a fait une étude, le deuxième baromètre ingénieur. Et ce qui ressort encore cette année, et même encore plus, c'est qu'il y a de plus en plus des doubles compétences. C'est-à-dire qu'il y a les compétences techniques, mais il y a aussi, et je rebondis, parce que vous parliez d'une école là, qui fait à la fois master et la formation. Est-ce que vous confirmez cette tendance et cette nécessité finalement d'être de mieux en mieux formé et de ne pas être seulement un technicien, mais d'avoir des compétences plus larges? Ça peut être des conseils peut-être pour les… Ça, c'est quelque chose qui ressort de plus en plus. Enfin, moi, c'est quelque chose qui est ça intervient dans plus de la moitié des articles que je rédige, c'est-à-dire d'avoir des doubles compétences. Et on parle aussi de soft skills, c'est-à-dire entre guillemets de compétences douces, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui émerge dans les écoles d'ingénieurs, c'est qu'on ne forme plus que des ingénieurs au sens strict du terme, donc qui viennent résoudre un problème technique, mais également des ingénieurs qui viennent, qui réfléchissent à leur environnement et qui réfléchissent aux impacts justement que peuvent avoir leurs actions. Je repense à un entretien que j'avais eu avec un chercheur de l'ICAM qui s'appelle Yann Ferguson, qui est spécialiste dans l'intelligence artificielle et qui lui donne des cours justement aux étudiants de l'ICAM sur l'éthique des ingénieurs en fait. Et donc en gros, ce qu'il fait, c'est que c'est fait en 4e année. À la fin de la 4e année, les étudiants ont un stage et à la fin de leur stage, en guise de rapport de stage, ils sont censés évoquer un problème éthique qu'ils ont eu au cours de leur stage justement. Et en fait, il me racontait qu'il y avait un étudiant qui travaillait dans une agence d'assainissement des eaux, je crois. Et en fait, en gros, globalement, son patron lui avait demandé pour se mettre en, j'ai plus exactement été dans la mais pour se mettre en gros en conformité avec une réglementation, il devait baisser des bassins de rétention d'eau. Et pour les relâcher, en fait, il devait relâcher des eaux usées dans une rivière. Donc, en gros, polluer une rivière. Et en fait, globalement, il a fait son rapport de stage autour de ça. Et ensuite, les 4e années se sont emparées de ce rapport de stage-là. Et toute la réflexion tourne autour de ça. C'est-à-dire que, en fait, les 4e années ont dû réfléchir autour de ce problème-là. Et Yann leur disait, comment vous auriez réfléchi, est-ce que vous auriez prévenu l'école, est-ce que vous auriez accepté de le faire? Voilà, il y a vraiment aussi, au-delà du problématique, il y a aussi l'étudiant et encore étudiant. Donc moi, je me vois quand j'étais étudiant, c'est parfois dur de s'opposer à sa hiérarchie. On est encore personne, entre guillemets, quoi. Et du coup, voilà, donc c'est un peu pour illustrer le fait que ces soft skills et ces compétences sont de plus en plus recherchées et que toutes les écoles s'y mettent à travers des unités d'enseignement qu'on appelle des humanités notamment. Donc les écoles du groupe INSA sont très impliquées notamment sur ces questions-là, même si c'est pas les seules. Je voudrais compléter ce que disait Clément en revenant à votre question initiale. Pour tous ceux qui n'auraient pas cette double compétence ou qui n'auraient pas fait d'humanité, qui auraient juste, entre guillemets, un diplôme d'ingénieur, il faut savoir que l'industrie, en ce moment, est en pénurie totale d'ingénieurs. Que ce soit, je parlais de transformation numérique, transformation énergétique, puisque c'est les créneaux sur lesquels on embauche, mais on cherche vraiment des ingénieurs tous azimuts. Je crois que j'ai discuté l'autre jour avec un candidat alternant ingénieur, il avait 10 offres avant même d'avoir commencé, d'avoir choisi. Donc,
que ce soit des ingénieurs en développement web, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure, ou en système embarqué, ou des data scientists dont on parlait tout à l'heure, ou que ce soit des ingénieurs pour la transformation énergétique, donc des gens qui accompagnent les rénovations, qui optimisent les installations, qui font de la R&D, qui font de la qualité, etc. Enfin, tout est, j'allais dire, bon à prendre en ce moment dans l'industrie. Il y a vraiment pénurie d'ingénieurs et c'est quand même des secteurs qui rémunèrent tout à fait correctement. Oui, tout à fait. Alors, Juste pour compléter ça, c'est vrai que je me suis basé beaucoup sur le numérique, mais pour reprendre l'exemple du classement des écoles d'ingénieurs qui, pour le coup, donne des données chiffrées, je pense qu'on a au moins, sur 100, environ entre 130 et 150 écoles qu'on classe, je dirais qu'on en a plus de 75%, dont je pense plus de 85% des diplômés de la dernière promotion sont en emploi après 2 mois après être sortis d'études, hein, donc très très rapidement. Et certaines écoles affichent 100%, quoi. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions de gens qui ne sont pas des jeunes diplômés, qui sont plus seniors. Est-ce qu'il y a aussi des vraies opportunités pour les profils plus seniors, plus expérimentés? Non, mais clairement, hein, je sais que Clément s'occupe plus des jeunes ingénieurs, mais au contraire, l'avantage de cette pénurie, c'est que contrairement au secteur des services où on peut faire la fine bouche sur l'âge des ingénieurs que l'on emploie, je pense qu'il y a des ingénieurs aujourd'hui de plus de 50 ans qui alors peut-être pas pour aller dans les développements informatiques, parce qu'ils ne connaissent pas forcément les langages dernier cri, mais dans la production notamment, on embauche beaucoup plus facilement dans l'industrie parce qu'il y a cette pénurie. D'accord. Et est-ce que le secteur de l'environnement aussi, vous disiez que c'était un gros chantier, c'est vraiment un secteur aussi qui recrute? On a beaucoup vu le numérique, etc. On a bien compris que c'était en plein boom. Est-ce que l'environnement aussi, on a des fortes demandes actuellement? Pour toutes les entreprises qui fabriquent des éoliennes, du photovoltaïque, ou qui sont sur l'économie de matière ou l'économie ou la récupération de chaleur fatale, etc. Ce sont des secteurs là aussi où, alors c'est difficile de trouver des gens qui sont pointus, mais pour un ingénieur de plus de 50 ans qui aurait fait une formation complémentaire sur ces nouveaux créneaux, je pense qu'il n'y a aucun souci à trouver un job aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a bien compris quand même qu'il y avait une pénurie de talents. Comment les entreprises font-elles pour attirer, pour recruter ces talents, les meilleurs d'entre eux en l'occurrence? C'est quoi les… Alors, je pense qu'il y a d'abord le salaire. Hein. L'industrie paye mieux que le secteur des services. Si on accepte, j'imagine, les Google, Facebook et autres Amazon qui attirent particulièrement avec des salaires très élevés. Et puis la finance aussi. Hein. Si on accepte la finance et les GAFAM, je dirais, l'industrie a vraiment les meilleurs salaires. Alors peut-être que Clément a les tout derniers salaires de sortie des écoles d'ingénieurs, mais je sais qu'en moyenne… Alors vas-y si tu veux. Je dirais qu'en moyenne, en annuel brut, je dirais que la moyenne est autour de 40 000 euros. Pour les meilleures écoles, vous pourrez aller voir directement sur le classement des écoles d'ingénieurs, mais pour les écoles qui offrent le plus gros salaire, type Polytechnique, EPITA, etc., on est en fonction des années, on est en moyenne entre 50 000 et 48 000 euros hors prime. Donc, salaire annuel médian brut hors prime, parce que je prends l'exemple d'EPITA, par exemple, une école, encore l'école numérique, ou même pour Polytechnique, peu importe. Il y a certains postes où ils ont des variables qui peuvent être assez élevées. Donc voilà. Mais effectivement, dans l'industrie, dans les transports ou dans l'industrie en général, pas les créneaux pointus, on démarre difficilement en dessous de 40 000 voilà, c'est ça, tout à fait. Pour un jeune ingénieur, à sortie de l'école. Hein. Et ça monte quand même assez vite. Et le levier, c'est… Peut-être pour revenir sur ce que disait Christine, justement sur la question, en gros comment les entreprises font pour recruter ces talents. Donc globalement, moi, des retours que j'ai pu avoir avec des recruteurs, etc., les 3 critères les plus importants restent le salaire, qui, comme a dit Christine, est plutôt élevé dans l'industrie, les possibilités d'évolution et la localisation du poste. Et ce qui va permettre de me faire la transition avec l'environnement, c'est que dans les écoles d'ingénieurs, il y a
il y a un mouvement qui monte depuis quelques années auquel on avait consacré la une de notre dernier numéro consacré, qui était évoqué avec le classement, donc en 2019. C'est que le guide de l'ingénieur, voilà. C'est en gros, c'est que les ingénieurs veulent donner du sens à ce qu'ils font, comme on l'a dit, avec l'éthique des ingénieurs, etc. Et du coup, ils sont de plus en plus préoccupés par les problématiques environnementales. Bon, ça se manifeste de différentes manières, mais il y a un collectif pour un réveil écologique qui a été signé par plus de 30 000 personnes, étudiants de différentes écoles, et qui est très actif sur ces questions-là, donc qui a interrogé les patrons de très grandes entreprises, je sais pas, de la SNCF et compagnie, Total, sur leur politique environnementale, leur politique et leur politique RSE, et qui aussi nous a par exemple interrogé sur la manière dont on pourrait intégrer des critères environnementaux dans notre palmarès. Enfin, voilà, donc il y a un mouvement qui s'initie. Et comme voilà, les profils sont très recherchés, ce qui peut être différenciant pour les entreprises, et ce qui m'a été mentionné, c'est-à-dire que justement la politique RSE des entreprises intéresse les candidats, et c'est ce qui peut faire la différence. Ça sera jamais, c'est généralement, ou dans de très rares cas, c'est pas mis à la même hauteur que le salaire, les possibilités d'évolution, la localisation du poste, etc. Mais c'est quelque chose qui est un critère qu'ils appellent différenciant. C'est-à-dire qu'à la fin, 2 offres équivalentes va permettre de faire la différence. Et il y a de plus en plus d'entreprises qui justement, sur ce créneau-là, mettent en avant des choses qu'elles ne mettaient pas forcément en avant. Moi, je me souviens, par exemple, de Engie qui met l'accent sur sa stratégie zéro carbone, qui porte la transformation du groupe avec, par exemple, la sortie presque définitive des activités liées au charbon. Il y a L'Oréal qui met en avant la réduction du taux de plastique des packaging et leur programme Sharing Beauty with All qui a été lancé en 2013 et qui se matérialise par plusieurs engagements, réduire de 60% l'empreinte écologique de l'entreprise, démontrer l'impact social et environnemental de tous ces produits. Et donc voilà, donc c'est des choses que les entreprises mettent en avant et qui peuvent être des critères différenciants pour recruter les talents qui sont très demandés, quoi. Et pour compléter ce que disait Clément, il y a encore un dernier facteur apparu avec le Covid, c'est le télétravail. Alors, bien sûr, quand on est ingénieur de production sur les machines, c'est difficile d'être en télétravail, même si certaines machines peuvent se gouverner, j'allais dire, avec un smartphone. Mais il y a beaucoup d'ingénieurs qui peuvent travailler à distance, et on l'a bien vu vraiment pendant le Covid. Et donc, ça peut être aussi un facteur différenciant, pour reprendre l'expression de Clément, par rapport au secteur des services qui ont davantage besoin de gens sur place. Le fait de pouvoir travailler en bureau d'études ou on parlait tout à l'heure sur les économies d'énergie ou sur la qualité, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire à distance. Et donc, le télétravail peut être aussi un argument. Plusieurs journées de télétravail par semaine peut être un argument aussi pour certaines entreprises afin de recruter des jeunes ingénieurs. Tout à fait. Alors, ce que vous dites corrobore complètement l'enquête que nous avons présentée hier, l'enquête baromètre ingénieur réalisée par le groupe InfoPro, puisqu'effectivement, clairement, les secteurs recrutent et l'industrie est un des secteurs qui reste quand même un très, très fort employeur, pénurie des talents, et avec cet élément différenciant, c'est-à-dire qu'on voit que les ingénieurs, ils sont en quête de sens, une meilleure qualité de vie, ils veulent des projets voilà, ils veulent travailler pour des projets qui ont du sens, et le télétravail était un élément nouveau, qui est vraiment apparu et qui est très différenciant. Il y en a plus de la moitié qui disent qu'ils seraient prêts à refuser un poste s'il n'y a pas de télétravail. Donc, c'est quand même très, très parlant. Donc, c'est vraiment ça corrobore tout à fait ce que vous dites. Donc, on voit que le privé, il y a des opportunités d'emploi. Je vois qu'il y a des questions très précises. On reviendra peut-être plus précisément dessus tout à l'heure. Mais on voit que le privé, il y a clairement des opportunités d'embauche. Quid du public concernant les ingénieurs et les techniciens. Là, je vais me tourner vers vous, Alban Canto. Vous êtes rédactrice en chef du magazine Technicité, qui fait aussi partie du groupe InfoPro Digital. Technicité, c'est le média des services techniques des collectivités locales. En gros, c'est le fonctionnement, l'aménagement de la ville. Vous allez nous détailler un peu plus précisément, mais à peu près on pourrait résumer ça comme ça. Vous le disiez tout à l'heure, les ingénieurs, les techniciens, d'abord, ils pensent d'emblée quand ils sortent d'école, ils ont tendance à penser, l'étude là aussi le montre, ils pensent en premier lieu au privé, pas forcément à la fonction publique, pas forcément aux collectivités locales. Mais est-ce qu'il y a vraiment des vraies opportunités d'emploi pour eux? Alors, s'il y a des ingénieurs et des techniciens qui ont besoin de sens, alors là, il faut vraiment qu'ils s'intéressent au service public. Dans le service public, on ne travaille pas pour des actionnaires, on ne travaille pas pour des fonds de pension, on travaille pour un territoire. Et il faut vraiment avoir cette notion-là que
les ingénieurs et les techniciens qui travaillent donc dans les services techniques de la ville, ils travaillent à l'aménagement du territoire. Le terrain de jeu, c'est la ville, c'est la collectivité dans laquelle en général, ils sont installés, ils vivent. Donc, c'est vraiment du concret. Donc, tous les ingénieurs et techniciens que j'ai rencontrés ont ça en commun, cette notion du travailler pour le bien commun, vraiment. Donc voilà, ça en préalable pour rebondir sur ce que vous disiez. Autre préalable, moi je vais vous parler donc de la fonction publique territoriale. Il existe aussi la fonction publique de l'État, qui emploie des ingénieurs et des techniciens, ainsi que la fonction publique hospitalière. Mais ça, du coup, c'est deux autres fonctions publiques qui sont pas dans mon secteur. Et il y a aussi des mobilités avec le secteur privé. Donc voilà, ça j'y reviendrai un petit peu après. Les collectivités, on parle plutôt de collectivités territoriales. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est les communes, les intercos. Les intercos, c'est la grande famille des communautés de communes, d'agglomérations, communautés urbaines, métropoles, et puis aussi les départements et les régions. Au total, ça fait quand même 60 000 employeurs. C'est quand même pas rien. Et là, non, voilà, c'est pas négligeable. Donc ça, c'est pour les employeurs, mais du côté des ingénieurs et des techniciens, donc dont ils appartiennent à ce qu'on appelle la filière technique, qui représente 45% des effectifs des collectivités territoriales, ça fait quand même 822 000 agents. C'est quand même pas rien. Je sais pas, c'est clair que par contre, on n'a pas beaucoup de croissance. On ne cherche pas à recruter de plus en plus d'ingénieurs. Mais on a quand même besoin de faire fonctionner la ville. Donc, il y a régulièrement des opportunités d'emploi. Les ingénieurs sont plutôt dans ce qu'on appelle la catégorie A, dans la fonction publique. On compte quand même, là, on revient sur des chiffres beaucoup plus raisonnables, 30 000 ingénieurs dans la fonction publique territoriale, avec donc soit ingénieurs qui peuvent être à des niveaux experts techniques, ingénieurs généralistes, et puis après il y a aussi des postes de chef de projet, de direction dans les fonctions publiques. Il y a ce qu'on appelle des catégories B, c'est plutôt des cadres moyens et les fonctions d'application, et là il y a 47 000 techniciens dans cette catégorie-là. Et le gros des troupes, c'est quand même 660 000 personnes dans la catégorie C. Là, c'est vraiment les agents d'exploitation. Voilà, ça c'était pour un petit panel un peu pédagogique, comme vous disiez, que tout le monde ne connaissait pas forcément le secteur. Au niveau des métiers, parce qu'il y a eu des questions dans le cycle sur les métiers, il y a 7 grands domaines dans la filière technique, donc l'ingénierie en général, gestion technique et architecture, donc la personne qui est demandée s'il y avait une possibilité d'emploi en tant qu'architecte dans la fonction publique, oui, il y en a. Infrastructure et réseau, donc là la compétitivité, la concurrence avec le secteur privé est très très difficile. Les collectivités ont quand même pas mal de mal à recruter des ingénieurs techniciens sur infrastructure et réseau. Tous les métiers de la prévention et de la gestion des risques, aménagement et urbanisme, environnement et paysage, et informatique. Donc, dans l'organigramme des collectivités, ça correspond donc à tout ce qui est métier de l'environnement, transition énergétique, climat, eau, assainissement, gestion des déchets, milieu aquatique, prévention des inondations. Dans l'aménagement, il y a tout ce qui est habitat, urbanisme, voirie, qui est un très très gros morceau dans les collectivités, et la mobilité. Et après, il y a tous les métiers ressources, donc avec informatique et bâtiment. J'ai également trouvé les métiers qui concentrent le plus d'agents, on va dire. Donc au niveau des techniciens, il y a quand même 166 métiers différents. Et les 6 principaux, c'est chargé de support et services dans les systèmes informatiques, chargé de réalisation, travaux, voirie et réseau, gestionnaire technique du bâtiment, chargé d'études et de conception pour voirie réseau, et responsable des services techniques. Voilà pour le gros panorama que je pouvais vous dresser sur les opportunités d'emploi et de carrière. Sur les gros sujets, c'est quoi les gros sujets aujourd'hui? On imagine, je ne sais pas, la rénovation de l'habitat, la transition énergétique, la mobilité. Enfin, c'est quoi les gros sujets aujourd'hui dont doivent s'emparer les collectivités et qui sont potentiellement pourvoyeuses d'emplois techniciens, ingénieurs?
Alors, le mandat qui débute, il y a en général des gros projets qui sont liés au mandat, et là, le mandat qui débute, il est vraiment tourné vers la transition écologique. Donc, les projets de territoire, ça tourne beaucoup autour des mobilités. Ça tourne beaucoup autour de la rénovation énergétique. Il y a des très forts enjeux d'économie d'énergie dans les bâtiments. Et donc là, il y a des planifications complètes à mettre en place au niveau d'un territoire pour rénover les bâtiments de la collectivité. Donc on imagine sur une collectivité comme le Grand Lyon, il faut recenser tous les bâtiments, faire le bilan des consommations d'énergie et faire un programme de travaux pluriannuel pour repenser toutes les économies d'énergie et le système de consommation d'énergie des bâtiments, et avec toute la partie financière qui va avec. Donc des opportunités d'emploi. Il y a la digitalisation aussi qui va être. Alors, il y a oui, vous parliez beaucoup de digitalisation. Il y a des beaux projets dans les collectivités. Il y a peut-être aller regarder du côté de ce qui se passe de Dijon avec le projet On Dijon, qui est un vrai projet de faire vivre la ville en numérique. Il y a Angers qui est très avancé aussi. Vous parliez de l'IA. Toulouse Toulouse Métropole gère en régie, c'est-à-dire en propre, les données gérées sur son territoire pour piloter la mobilité, le parking, l'éclairage public. Et donc, ils ont des ingénieurs en interne qui réfléchissent à l'usage de ces données et comment faire mieux fonctionner la ville. Donc voilà, il y a vraiment des très jolis projets qui existent sur les territoires. Et au niveau du numérique, c'est donc essentiellement au niveau de la mobilité et après au niveau de tous les champs numériques. L'IoT se développe beaucoup pour tout ce qui est gestion notamment à travers l'éclairage, le système de gestion des déchets. Donc là aussi, il y a pas mal de compétences qui sont demandées. D'accord, donc il faut avoir des groupes qui vont être porteurs d'emploi sur ces. Oui. Et après, dans le dur, tous les métiers de la voirie et de la route sont aussi extrêmement recruteurs. D'accord. Les métiers les plus en tension, c'est quoi aujourd'hui aujourd'hui et demain, on retrouve vraiment en tension, c'est tous les métiers qui relèvent de l'informatique, donc en les fonctions support, et sur tout ce qui est voirie, il y a aussi pas mal de ils ont beaucoup de mal à recruter, il y a des postes vacants. Ouais. Et la question du télétravail était abordée. Les collectivités n'étaient pas très très en avant sur le télétravail, mais là elles ont fait un bond. Là, tous les collectivités se sont rendues compte qu'elles pouvaient télétravailler, elles l'ont adopté massivement et elles ne reviendront pas en arrière comme ça, quoi. Donc le télétravail aujourd'hui fait partie du quotidien des collectivités comme dans le reste de la société. Donc, on l'a compris, il y a des opportunités d'emploi dans la fonction publique avec des beaux projets, des secteurs porteurs. Mais comment on rejoint une collectivité? Parce qu'on se dit, il faut peut-être passer des concours, c'est pas possible. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe si on a des ingénieurs qui c'est effectivement un petit peu complexe. Alors, juste avant de rentrer sur la partie recrutement, une petite partie formation, parce qu'il n'y a pas d'école spécifique pour la fonction publique. Donc, en fait, il faut faire les écoles classiques qui sont tournées vers le fonctionnement de la ville. Pour les techniciens, c'est les bacs techno, pro, BTS ou DUT, classiquement. Pour les ingénieurs, il faut avoir un diplôme d'ingénieur. Donc, il y a à peu près 210 écoles d'ingénieurs qui existent en France, ou l'une des 40 écoles d'architecture pour rentrer aussi. Et on peut aussi rentrer comme ingénieur via une liste de masters, mais du coup, qui sont établis par les centres de gestion. Retenez bien ce petit mot-clé, centres de gestion. Ce sont les centres de gestion qui existent au niveau des départements qui organisent les concours et qui donc pourront vous renseigner sur les conditions d'accès à la fonction publique. Alors, pour rentrer dans la fonction publique, pour les techniciens de la catégorie C, les plus simples, là, on candidate, on est retenu, on est stagiaire pendant 1 an et après titularisé. Pas de concours, c'est tout simple. Pour les cadres, les catégories A et B, donc ingénieurs et techniciens, il y a les contrats et les concours, en sachant que 44% des personnes qui rentrent dans la fonction publique rentrent par le contrat. En général, c'est comme ça que ça commence.
Il y a de plus en plus de contractuels. Est-ce qu'il y a des passerelles, des porosités de plus en plus fortes? Alors, il y a une réforme de la fonction publique qui facilite l'emploi des contractuels dans la fonction publique et qui a mis en place un contrat de projet. C'est-à-dire que maintenant, des ingénieurs peuvent être recrutés pour la durée d'un projet. Et ça, c'est en train de se mettre en place depuis quelques mois, 1 an à peu près dans la fonction publique territoriale. Et il y a des allers-retours entre privé et public. Ça, il n'y a pas de souci. Il faut faire attention au niveau des retraites, parce que la retraite est quand même un système assez exponentiel. Et autant on peut faire des allers-retours en début de carrière. Après, il faut faire attention aux enjeux sur la retraite. Je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus là-dessus, mais quand j'étais discuter avec quelques ingénieurs pour préparer cette table ronde, c'est quelque chose qu'on m'a bien souligné. Et oui, le concours. Voilà. Oui. Excusez-moi, il y a une question. Quel type de contrat, CDD ou CDI Alors, CDD, la fonction publique n'étant pas forcément très rigoureuse sur le respect de droits et peut en faire beaucoup de CDD d'affilée. Voilà. Donc, il existe aussi un CDI de droit public, mais qui a l'air assez que les collectivités utilisent assez peu. Si jamais on vous propose un CDI de droit public, faites quand même bien attention de vérifier que votre collectivité va cotiser au chômage, puisqu'elle n'y est pas, ce n'est pas obligatoire. Donc, vous pouvez avoir un CDI dans le droit public sans avoir de cotisation chômage, ce qui peut être gênant si vous voulez, si jamais il y a une rupture d'emploi. Donc, il faut faire attention. On a une autre question, j'en profite. Y a-t-il un âge, vous avez séduit il y a des gens qui sont intéressés par y a-t-il un âge limite maximum pour candidater dans la fonction publique? Alors ça, j'ai pas vérifié. J'ai pas pensé à vérifier ce point-là. Je sais. Oui. Je peux peut-être répondre pour avoir eu des gens de ma famille. Pour les concours, il y a un âge limite, mais pour avoir un contrat, un CDD, un contrat de droit privé, je crois qu'il n'y a pas de limite. Enfin, il y a des gens de 40 ans, en tout cas, qui sont entrés au service technique de la ville d'Asnières, par exemple, sans le critère d'âge de 30 ans. Comme il y a eu une réforme de la fonction publique qui est passée il y a un peu plus d'1 an, peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été changées là-dedans. Donc là, c'est vrai que c'est quelqu'un qui dit pas que j'ai la limite à ma connaissance, mais bon, je suis désolée sur ce petit point-là. Sur les allers-retours, je voudrais préciser quelque chose qui est une petite subtilité. On peut rentrer dans la fonction publique très facilement, mais par contrat. Par contre, pour passer le concours, il y a des conditions qui sont assez restrictives. C'est-à-dire qu'on peut avoir un emploi d'ingénieur sous contrat, mais ne pas être autorisé à passer le concours si on n'a pas le diplôme qui correspond. Il faut faire attention. Si on a dépassé l'âge, en l'occurrence. C'est-à-dire, on ne peut pas devenir fonctionnaire. Mais il y a une différence entre être fonctionnaire et travailler dans la fonction, et travailler pour les collectivités et l'État. Parce que dans le domaine informatique, par exemple, je crois qu'ils n'ont jamais assez de gens, et donc ils sont prêts à recruter facilement. À peu près négocier avantageusement ces conditions de rémunération. En faisant mes recherches sur le concours, je suis tombée sur une petite présentation du CDG 40, donc Centre de gestion des Landes. Je vais vous lire un petit paragraphe sur pourquoi le concours, parce que ça peut paraître complètement anachronique et bizarre un concours à l'heure actuelle. Et quand je suis tombée là-dessus, je trouvais ça très intéressant. Donc, le concours trouve son origine dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 6. Il garantit la neutralité et donc l'égalité d'accès des citoyens aux emplois publics. Le concours constitue la règle de droit commun pour le recrutement des fonctionnaires. Son objectif est de sélectionner les candidats selon leur mérite. Il vise à s'assurer que les futurs agents disposent des aptitudes nécessaires pour intégrer la fonction publique territoriale, etc. Donc cette notion de mérite et d'égalité, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment ancré très profondément dans la fonction publique. Alors, il y a aussi quelques petites conditions quand même pour passer les concours. Il faut être français, de nationalité française ou européenne, ou d'un État membre de l'espace économique européen. Ne pas avoir de casier judiciaire portant des mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions. Voilà, il y a d'autres petites conditions, mais voilà, il y a quand même il faut quand même montrer patte blanche. Je précise que pour le concours, les concours ne sont pas forcément organisés tous les ans. Dans le concours ingénieur, le concours a lieu tous les 2 ans.
Et le concours a lieu si les collectivités ont dit qu'elles avaient besoin de recruter. Si tous les postes sont pourvus, il peut ne pas y avoir de concours dans une région définie. Non, je vous laisse finir et ensuite j'ai une petite question. Ouais. Je reviens sur le passerelle privé-public. Hier, on avait en plateau le DGA de Toulouse, que vous citiez justement, Toulouse-Ville et Toulouse Métropole, monsieur Manancourt, et qui nous parlait de cette fameuse porosité publique-privée qui est de plus en plus importante. Alors, on pense souvent les gens du privé qui vont aller dans le public, mais il disait aussi qu'il y a aussi des gens qui font quelques années dans le public, qui ensuite repartent dans le privé, qui reviennent, enfin, qu'il y a ces allers-retours. Est-ce que vous confirmez? Alors, le public, il a quand même la possibilité de prendre des disponibilités. C'est-à-dire qu'on peut s'absenter de son poste, on garde son emploi dans la collectivité, mais on peut s'absenter jusqu'à 10 ans de la collectivité et partir faire des expériences dans le privé. Tout à fait. Et au bout de ces 10 ans, on peut soit revenir, soit décider de ne pas revenir et de je ne suis pas sûre que le terme démissionner soit exact, mais du coup, quitter la fonction publique. Oui. Est-ce que Christine, vous voyez dans le privé arriver, enfin, est-ce que vous constatez cette porosité ou les besoins sont tels que... Après, c'est pas forcément dans les métiers de l'industrie. Peut-être que c'est du privé vers d'autres métiers qui sont plus en lien avec ceux de la ville. Voilà. Oui, non, je crois que dans l'industrie, en tout cas, je ne connais pas beaucoup de cas de gens qui soient venus des collectivités locales. Le trajet se fait plutôt dans l'autre sens. Mais juste pour compléter ce que disait Alban, il y a une chose à faire attention quand on passe des régimes spéciaux. Les régimes spéciaux, ce n'est pas forcément les collectivités locales. Mais si vous allez à la SNCF, par exemple, vous entrez à la SNCF et ensuite vous passez dans le privé, il faut savoir que vos droits à la retraite ne sont pas comptabilisés. Ça, c'est la surprise que vous fait la SNCF. Quand vous partez, si vous quittez la SNCF, vous quittez le statut de cheminot, entre guillemets, eh bien, vos droits à la retraite ne sont pas comptabilisés et vous devez recommencer à zéro, ce qui est quand même un archaïsme absolument incroyable. Mais je ne crois pas que ce soit la même chose avec les collectivités territoriales. Non, je pense pas. Non, je pense pas parce sinon il n'y aurait pas cette porosité. Je voudrais souligner un autre avantage du secteur public, c'est qu'il y a des emplois partout sur le territoire. Accessoirement. On peut aller travailler n'importe où sur le territoire et il y a quand même une grande diversité de missions. On accède assez rapidement à des responsabilités. C'est quand même beaucoup de la gestion de projet, de l'encadrement. Et quand je dis partout, je pense aussi aux Outre-mer. Voilà, pour ceux qui auraient un peu envie de changer de climat. Puis évidemment, l'emploi est protégé avec une garantie de congés et de RTT, quoi. Qu'est-ce que je voulais signaler? Justement, faire un peu ce match, vous me faites la transition parce que je voulais vous poser un peu la question match privé-public. Juste avant, je précise qu'il nous reste une dizaine de minutes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on va les prendre. Et autre remarque, j'ai évoqué le baromètre, enfin quelques interventions. Sachez que toutes les conférences du salon seront en replay. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller sur le site et les regarder en replay dans les jours à venir. Donc, je reviens, on a bien vu que l'industrie, clairement, recrute. Il y a des secteurs très porteurs. Enfin, je ne reviens pas sur les chiffres que vous avez donnés, vos explications à tous les deux qui étaient claires. Alban Canto aussi, on a bien compris que le public aussi offrait des vraies opportunités, que la porosité est là, mais que c'est quand même pas si simple et qu'en tout cas, il faut être très vigilant avant de passer de l'un à l'autre. J'ai envie de poser un peu la question à l'une et aux deux autres. Quels sont les avantages en fait de chacun de ces secteurs? Enfin, pourquoi aller plutôt dans le public ou pourquoi aller plutôt dans le privé, en tout cas versus en tout cas filière industrielle? Un des avantages de l'industrie, en tout cas des grandes entreprises industrielles dont on n'a pas parlé, et qui est à l'opposé justement des collectivités locales, c'est qu'on peut partir à l'étranger. Il y a 133 000 ingénieurs à l'étranger qui font carrière, qui aux États-Unis, en Allemagne, au Qatar.
Et donc, en tant qu'expatrié, et qui souvent c'est des jobs qui sont assez intéressants, qui sont assez lucratifs, et les gens reviennent souvent d'une expérience d'expatriation avec de jolies économies. Et d'ailleurs, ils ont parfois du mal à se réintégrer en France parce que c'est pas tout à fait les mêmes conditions de vie. À l'étranger, on a l'appartement de fonction, l'école qui accueille les enfants, etc. Enfin, tout est fait pour vous chouchouter. Et après, quand vous revenez en France, vous vous sentez parfois un peu abandonné. Mais ça fait partie des avantages dans l'industrie. Si vous allez dans des très grosses entreprises de type Schneider ou Legrand ou Vinci ou même Bouygues, etc., c'est que vous pouvez faire des carrières à l'international. Oui, il y a les collectivités locales ne peuvent pas lutter, c'est sûr. Ouais. On va parler de l'intérêt, donc les salaires, l'étranger. Est-ce qu'il y a aussi l'ampleur des projets? Enfin, quels sont les autres atouts? Pour rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Christine. Donc moi c'est intéressant parce que c'est un débat que j'ai eu il y a pas si longtemps, justement également sur la porosité dont on évoquait tout à l'heure, public-privé, parce que c'est un ingénieur diplômé du corps des mines, du coup, qui a travaillé dans le privé en région à la DREAL, après dans le privé, et qui s'interdisait absolument pas de revenir dans le public. Il me disait que lui était pour justement ces échanges dans le cadre, dans ces passages public-privé, dans le cadre où ils respectent la déontologie. Et lui, ce qui l'intéressait dans le privé, justement, c'est après lui, c'était de la fonction publique d'État, donc c'était plus sur des cabinets ministériels, etc. Mais ce qui disait qu'il l'intéressait par rapport au privé, c'est la diversité des missions. C'est-à-dire qu'il disait qu'il avait une diversité des missions et un travail quotidien qu'il trouvait beaucoup plus épanouissant que ce qu'il pouvait avoir dans le privé, même s'il disait bien évidemment que la fiche de paye était plus gratifiante dans le privé. Je reprends ces mots, la fiche de paye est plus gratifiante, c'est ce qu'il a dit directement. Et oui, effectivement aussi, comme l'a dit Christine, la dimension internationale et peut-être le plus de possibilités internationales que laisse le privé, même si, comme l'a dit Alban, il y a aussi possibilité dans la fonction publique de partir en outre-mer. Donc la fonction publique ne veut pas dire forcément rester en France. Mais moi, vraiment, la différence que j'avais notée, entre guillemets, c'était de la part de cette personne, c'était vraiment qu'il disait que lui, dans la fonction publique, il trouvait qu'il avait des missions qui lui paraissaient peut-être plus complexes, mais aussi plus intéressantes, que ce soit d'un point de vue intellectuel. Et également, ce que je note aussi, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes diplômés, ça rejoint aussi ce qu'a dit Alban au début de son intervention, qui veulent servir l'intérêt général. Donc ça va avec cette notion de donner du sens, quoi. C'est-à-dire que donner du sens, c'est aussi de se mettre au service de l'État et de travailler dans le public, quoi. Donc voilà. Alban, alors, on a bien compris que c'était pas les salaires qui allaient séduire les ingénieurs, que la balance. Oui, mais en même temps, au niveau des salaires, c'est clair qu'apparemment en début de carrière, un ingénieur gagne moins dans le public que dans le privé, mais en fin de carrière, s'il prend un poste de direction des services techniques ou s'il devient ingénieur en chef, apparemment c'est équivalent, voire un peu plus que dans le privé. Là, moi, j'ai un ingénieur un ingénieur en chef, il est en fin de carrière à 3 800 €. Alors, il y a tout un système de primes, de régime indemnitaire qui est un peu complexe, mais donc la base à 3 800 € en fin de carrière, plus après, si on est sur un poste de responsabilité, on a encore plus, quoi. Donc, je pense que ça s'étudie. On est sur du Là, je suis sur du brut quand même. Mais par contre, il n'y a pas le même niveau de charge sur le privé que sur le public. Il y a moins de charges dans le public. Le différentiel est moindre. Il y a un point que je n'ai pas précisé quand même, c'est que dans la fonction publique, il n'y a pas d'affectation à un poste comme dans la fonction publique d'État. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réussi le concours, vous devez trouver votre propre employeur. Donc, ça veut dire que vous allez choisir la collectivité dans laquelle vous allez travailler, le projet sur lequel vous allez travailler. Donc, il y a quand même un mix, quelque chose où on se retrouve avec comme le privé, on choisit pour qui on travaille. Il faut que ça matche avec l'équipe dirigeante. Alors, on parlait des avantages, mais il y a quand même une complexité, c'est les relations avec les élus. C'est les élus qui sont des citoyens comme vous et moi, qui d'un seul coup se retrouvent à la tête d'un territoire à gérer.
Quand Oui, on donc pose c'est le le stylo, on se rend compte que des fois, c'est un petit peu difficile. Des fois, il y a une très très belle entente, quand il y a un beau duo entre les équipes techniques et les élus. Là, franchement, tout le monde est heureux et les projets avancent bien. Parfois, c'est un petit peu compliqué, quoi. Donc en fait, finalement, l'intérêt majeur, c'est quand même la diversité des missions et le sens, en fait, et la quête qui peut correspondre au sens de l'intérêt général, en fait, qui peut séduire un certain nombre d'ingénieurs et techniciens, si je Ouais. résume. Jusqu'à 6 000 € net mensuels selon la collectivité, me dit voilà, Fabrice pour un ingénieur en chef en collectivité. Donc oui, encore plus que ce que je pensais, quoi. Ouais. Bah écoutez, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, Christine, rebondir là-dessus, mais je pense qu'on a fait le tour, on a bien compris quand même qu'il y avait des opportunités d'emploi. Oui, non. Un ingénieur qui va dans la finance aujourd'hui, il est très vite à plus de 10 000 € par mois, hein. Donc, mais bon, c'est Bon, c'est pas particulier. Voilà, c'est plus vraiment l'intérêt général, c'est aller sur davantage sur la spéculation et c'est peut-être moins un projet de vie. Après, voilà, la diversité des métiers est telle que chacun trouvera ce qui lui convient, quoi. Oui, en fait, ça va revenir à la conférence que nous faisons tout à l'heure. Comment réussir sa carrière? Tout dépend de ce que veut dire réussir sa carrière, en fait. Le salaire est un élément, mais ce n'est pas le seul. Donc, fonction publique, il y en a certains qui vont peut-être trouver des projets qui les intéressent. On a compris quand même qu'il y avait des très fortes opportunités, et que là aussi, il y a une pénurie des talents avec des beaux projets versus privé, où on a aussi quand même des gros chantiers, transition énergétique, numérique. Enfin, voilà, il y a aussi des opportunités conséquentes. Et partout, on cherche globalement quand même le message positif, c'est que ce qui rejoint aussi notre enquête, c'est que l'ingénieur reste un métier extrêmement courtisé et que malgré tout, enfin même s'il y a eu la crise, il résiste quand même mieux que les autres à la crise. On avait une école qui nous disait avant, en sortant d'école, c'était Jacques Fayol, le président de la conférence des écoles d'ingénieurs qui regroupe 200 écoles, il nous disait avant on mettait peut-être 1 ou 2 semaines, voire moins. Là, on va peut-être mettre 2 mois grand maximum. Enfin bon, globalement, on trouve un travail on trouve quand même relativement un travail, y compris on a eu pas mal de questions là-dessus, y compris pour les ingénieurs qui sont un peu plus seniors, quoi, et qui vont avoir des inquiétudes après 50 ans. Écoutez, en tout cas, je vous remercie à tous pour cette conférence. On va finir sur cette note positive. Il y a des opportunités d'embauche dans le public et dans le privé. Merci à tous, merci à nos auditeurs. Donc, les conférences sont en replay, comme je le disais tout à l'heure. Vous allez sur le site Top Recrutement sur Internet et vous aurez les programmes et vous suffira de cliquer pour pouvoir réécouter toutes ces conférences. Merci à vous et bonne journée à vous. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.